Bonjour. L'esprit des hommes et celui de femmes sont-ils câblés différemment? C'est une question qui, depuis toujours, fascine et divise. Aujourd'hui, on va se pencher là-dessus, mais sous un angle bien précis, celui de la science et de l'évolution. Au fond, la question qui est au cœur de tout ce débat, c'est ça. Est-ce que les esprits masculins et féminins sont en gros les mêmes ou est-ce qu'il y a des différences vraiment significatives? C'est un sujet, on s'en doute, assez complexe et même la science n'est pas toujours d'accord sur la réponse. Alors, pour y voir un peu plus clair, on peut dire qu'il y a deux grands courants de pensée qui s'opposent. D'un côté, on a l'hypothèse des similarités. En gros, l'idée, c'est que les différences psychologiques entre les sexes sont vraiment minimes, voire quasi nulles. Et de l'autre côté, on a la vision des différences substantielles, qui dit au contraire que certaines différences clés sont non seulement réelles, mais aussi importantes et lourdes de sens. Pour nous guider dans tout ça, cette analyse va s'appuyer sur une publication scientifique qui a fait pas mal de bruit. C'est une revue quantitative de 2019 signée John Archer. L'objectif ici, c'est vraiment de décortiquer ses conclusions, de regarder les données telles qu'il les présente dans son article, sans rien ajouter. Alors, voilà un peu le programme. On va d'abord poser le cadre théorique de l'étude pour bien comprendre la logique. Ensuite, on va se plonger dans trois grands types de différences que l'article met en avant. D'abord, celles qui sont liées à la compétition, puis celles qui concernent la vie sociale, et pour finir, on regardera ce qui touche à la reproduction et à tout ce que ça implique. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Donc pour organiser toutes ces données, toutes ces conclusions, l'article de John Archer s'appuie sur un cadre bien précis, une sorte de grille de lecture principale, l'explication évolutive. Et au cœur de cette explication évolutive, il y a un concept clé, la sélection sexuelle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que certains traits, chez les animaux, et potentiellement chez nous, ne sont pas favorisés parce qu'ils aident à survivre, mais parce qu'ils augmentent les chances de se reproduire. Comment? Soit en permettant de dominer les rivaux, soit en étant plus séduisants pour les partenaires. Ok, mais comment on mesure ces différences? Pour ça, l'étude utilise un outil statistique super important qu'on appelle la taille de l'effet ou la valeur D. Et ça, c'est vraiment crucial à comprendre. Parce que la valeur D, elle ne dit pas juste oui, il y a une différence ou non, il n'y en a pas. Non, elle nous dit surtout quelle est l'ampleur de cette différence. Est-ce qu'elle est petite, moyenne ou énorme? Alors concrètement, comment on interprète ces fameuses valeurs de TEF? Eh bien, ce tableau qui vient directement de l'article nous donne le mode d'emploi. Regardez, une valeur de TEF entre 0,11 et 0,35, c'est considéré comme une différence faible. Entre 0,36 et 0,65, on passe à moyenne. À partir de 0,66, ça devient une différence grande. Et si on dépasse 1,01, là, on est dans le très grand. C'est vraiment important de garder cette échelle en tête pour tout ce qui va suivre. Bien. Maintenant qu'on a les outils, on peut examiner la première grande catégorie de différences que l'étude a passée au crible. Il s'agit de celle que l'auteur, John Archer, relie au phénomène de la compétition et plus spécifiquement à la rivalité entre mâles. Quelle est la logique derrière ça selon l'article? L'idée, c'est que la compétition au fil de l'évolution, entre les mâles pour l'accès aux partenaires ou pour un meilleur statut social, cette compétition aurait favorisé certains traits spécifiques. Par exemple, l'agressivité, une plus grande tendance à prendre des risques, ou même des compétences visio-spatiales, comme la capacité à se repérer dans l'espace, qui auraient été utiles pour se déplacer sur de vastes territoires. Et voilà les chiffres. Ce qui saute aux yeux ici, ce sont vraiment les ordres de grandeur. Pour l'agression physique, par exemple, l'étude rapporte une différence moyenne. Mais attention, quand on parle de crimes violents, cette différence grimpe et devient très grande. On voit aussi une différence grande pour la rotation mentale. C'est une compétence visio-spatiale, la capacité à imaginer des objets qui tournent dans l'espace. Et puis, un chiffre énorme pour la systématisation, 1,21. La systématisation, c'est quoi? C'est la tendance à s'intéresser, à analyser, à construire des systèmes, que ce soit un moteur, un écosystème ou un système informatique. Ok, on a vu la compétition. Passons maintenant à la deuxième grande famille de différences analysées dans l'étude, tout ce qui touche à la vie sociale, aux traits qui sont liés à nos relations avec les autres. Alors là, l'hypothèse de l'auteur, c'est que des stratégies sociales différentes se seraient développées au fil du temps. L'article suggère que ça pourrait être lié, par exemple, à l'investissement parental historiquement plus important chez les femmes, ce qui aurait favorisé des adaptations pour gérer des interactions en plus petits groupes, de manière plus intime. Et qu'est-ce que disent les chiffres? Eh bien, les tendances qui ressortent sont assez nettes. D'après les données compilées par Archer, on observe des différences grandes en faveur des femmes pour tout ce qui est intérêts sociaux et pour le quotient d'apathie. Pour ce qui est des compétences en lecture et en écriture, on est sur des différences moyennes. Et pour l'amiabilité, une différence faible, mais toujours dans la même direction. Et ce graphique, il résume ce contraste de manière vraiment frappante. Il met face à face deux des plus grandes tailles d'effets de toute l'étude. D'un côté, la systématisation, l'intérêt pour les systèmes, avec une valeur de D de 1,21 qui favorise les hommes. De l'autre, l'empathie, l'intérêt pour les gens,
avec une valeur de moins 0,87 cette fois en faveur des femmes. C'est un peu, comme le suggère le titre, le compte de deux grands pôles d'intérêt. Allez, on aborde la dernière grande partie de l'analyse, tout ce qui a trait à la reproduction et ses conséquences. Plus précisément, on va s'intéresser aux traits que l'auteur de l'étude lie au choix du partenaire. Ici, l'idée de base, toujours selon la perspective de l'article, est un principe clé de la biologie évolutive. C'est que l'investissement dans la parentalité, qui est en général plus élevé pour les femelles dans le règne animal, fait de leur choix une force de sélection hyper puissante. Autrement dit, leur préférence aurait, au fil des millénaires, littéralement sculpté la psychologie et le comportement des mâles. Et les données là-dessus sont assez parlantes. L'étude rapporte une différence grande pour ce qu'on appelle la sociosexualité, c'est-à-dire en gros l'ouverture à des relations sexuelles sans engagement. On voit aussi une différence moyenne pour l'intérêt porté au sexe occasionnel. Et quand on regarde les préférences de partenaires, eh bien la préférence pour le beau physique est moyenne en faveur des hommes, alors que la préférence pour les ressources financières est grande cette fois en faveur des femmes. Bon, si on devait résumer toute l'argumentation de cet article, on pourrait retenir 4 idées principales. La première, c'est qu'il existerait bien toute une gamme de différences psychologiques entre les sexes. Deuxième point, l'ampleur de ces différences varie énormément, de très faibles à très grandes. Troisièmement, et c'est un point important pour l'auteur, ces tendances semblent se retrouver dans de nombreuses cultures différentes. Et enfin, la conclusion de l'auteur, c'est que ce tableau d'ensemble est cohérent avec une explication évolutive qui repose sur la sélection sexuelle. Donc au final, cet article de John Archer pose l'évolution comme une pièce vraiment centrale du puzzle pour comprendre ces questions. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si ces tendances sont, comme le suggère l'étude, en partie le fruit de notre très long passé évolutif, qu'est-ce que ça implique pour nous, aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on articule ça avec les valeurs de nos sociétés modernes ? C'est une réflexion qui, clairement, ne fait que commencer.